Je peux y aller? Tu peux y aller. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bon, je vais être très rapide. Je tenais déjà à vous remercier de participer à cette soirée qui va être intéressante puisque on connaît Maître Grosjean depuis des années et on sait qu'elle fait toujours des interventions de qualité et que l'on peut appliquer sur le terrain. Alors, le thème de ce soir, j'y tiens particulièrement puisqu'effectivement, on est tous à chercher un petit peu d'argent. On sait que les subventions vont baisser. Mais de chercher de l'argent, c'est bien. De trouver des nouveaux partenaires, c'est bien. Mais l'idée, c'est que nos nouveaux partenaires, si ils se font rattraper par la brigade, ça se passe bien pour eux derrière. Parce que si vous financez un club et puis que les impôts vous tombent dessus, et puis vous reprenez adressement, ça ne fait pas plaisir. Et après, vous êtes plus que méfiant, donc le partenariat s'arrêtera là. Voilà. Donc je laisse la parole à Maître Grosjean. Et puis, je tenais à excuser Romain Dochel qui sera absent ce soir, mais Raphaël finira par son atelier comme c'était prévu. Voilà. À tout à l'heure pour la suite. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Après avoir partagé quelques frissons avec la responsabilité des dirigeants et puis avec le statut du salarié et du bénévole, on se retrouve ce soir sur un thème, donc mécénat et sponsoring. Comme cela vous a été très bien expliqué, aujourd'hui on sait que les collectivités locales ne vont pas augmenter leur participation. On sait que les collectivités locales, avec ce qu'elles vont affronter dans les mois qui viennent, vont plutôt avoir tendance à chercher à diminuer. Et on sait que les besoins des clubs, eux, augmentent, puisque on a une baisse du bénévolat en parallèle. Et on se retrouve effectivement à avoir une sorte d'étau. On est pris entre les deux éléments et on doit effectivement naviguer à vie. Alors je dis on parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis avocate au barreau de Dijon, spécialisée au départ en droit fiscal, et puis j'ai la particularité de m'embêter dans la vie, donc je suis également présidente d'un club de basket qui s'appelle la JDA, et puis comme je m'embête vraiment, je suis également présidente d'un organisme de formation que connaît très bien l'assistance. Voilà. Donc le monde sportif, je le connais par mon expérience personnelle. Et donc ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est un mixte entre mon expérience personnelle, mes connaissances fiscales et mes connaissances juridiques, et essayer de faire quelque chose le plus pratique possible pour vous. Alors, on va déjà commencer par distinguer ces deux éléments. Alors je dis le choix des armes, puisque on est à la recherche effectivement de financement, donc voilà, on va rencontrer des partenaires. Ces partenaires sont en général plutôt bienveillants à l'égard des structures associatives. Par contre, ça reste des professionnels, donc il faut avoir un langage et avoir une approche qui reste professionnelle par rapport à eux. Et puis, je dirais qu'il faut aussi pouvoir savoir de quoi on parle. On n'est pas en train de chercher l'aumône, on est en train de bâtir des contrats, bâtir du donnant-donnant. Il faut que tout le monde y retrouve son compte. Et pour que tout le monde y trouve son compte, il faut savoir de quoi on parle. Donc, le premier élément, c'est le sponsoring. Le sponsoring, ça implique une aide matérielle. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être une mise à disposition d'un véhicule, ça peut être la mise à disposition d'une personne, ça peut être du prêt de matériel, du don de matériel, de la location de matériel, tout est possible, mais il faut effectivement qu'il y ait cette notion d'échange, et on va y revenir tout à l'heure sur la notion de contrepartie, qui provient donc de l'entreprise sponsor, en échange, et ça c'est un élément déterminant pour pouvoir parler de sponsoring, d'un bénéfice direct pour sa marque. C'est-à-dire que le sponsor, quand on parle de sponsoring, on va effectivement aller voir quelqu'un en lui disant « Vous allez me donner de l'argent, vous allez me mettre à disposition effectivement un minibus, vous allez me donner du matériel, mais en contrepartie, moi, je vais prendre un engagement à votre égard. Et cet engagement, on va décrire tout à l'heure ce que c'est, cet engagement permettra à l'entreprise sponsor d'en tirer un bénéfice. »
Le bénéfice, le sponsoring, c'est jamais gratuit. On n'est pas dans le cadeau. On est vraiment dans le contrat, le donnant-donnant. Tout le monde y trouve son compte. Vous trouvez de l'argent, généralement. Mais l'entreprise sponsor, elle va y trouver également son compte. Et ce que l'administration fiscale est amenée à vérifier, c'est effectivement si l'entreprise y trouve son compte. Le mécénat, c'est complètement différent. Le mécénat, c'est complètement différent puisque c'est un don, c'est un cadeau. Il n'y a pas de contrepartie ou quasiment pas de contrepartie. Toutes les associations peuvent bénéficier de cadeaux. Donc tout le monde peut avoir du mécénat. Par contre, c'est pour ça que j'ai mis un mais, et on y reviendra tout à l'heure, tout le monde ne peut pas émettre des certificats fiscaux qui permettent d'obtenir des réductions d'impôts. Il y a des critères, il faut les respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est dommage. Et quand je dis dommage, c'est un faible mot. C'est dommage pour vous, mais c'est dommage également pour l'entreprise qui va avoir reçu l'attestation fiscale. Donc, on est vraiment sur deux situations très très différentes. Premier cas, je reçois quelque chose, je donne quelque chose. Deuxième cas, on me donne quelque chose et moi je ne donne rien en contrepartie. Alors, c'est vraiment effectivement fondamental d'avoir ces deux notions en tête. Alors, on va commencer effectivement par parler du sponsoring avec, on va dire, les éléments préparatoires. Qu'est-ce que vous devez réfléchir? Qu'est-ce que vous devez avoir dans votre mallette avant de commencer à discuter avec un partenaire? Et je parle de partenaire parce que donnant-donnant, hein, on est vraiment sur du donnant-donnant. Ce partenaire, il va, on va dire, avoir plusieurs niveaux de discussion. Le premier niveau, et c'est sans doute le niveau sur lequel en général on passe le moins de temps, et c'est sans doute celui-là sur lequel on devrait quand même s'appesantir un petit peu. Qu'est-ce que l'on va avoir à vendre? Quels sont nos droits de propriété? Je ne peux pas tout vendre. Je ne peux pas vendre l'image d'un sportif sans son accord. Ça a l'air tout bête, hein, mais il me faut l'accord. Alors, soit c'est un accord dans son contrat, puisque dans son contrat, il a signé que le club pouvait utiliser son image pour faire telle et telle chose. Soit c'est un accord spécifique, il n'y a rien dans son contrat, ou il n'a pas de contrat. Et on va avoir, c'est la jeune pousse, hein, c'est la jeune pousse qui monte, que tout le monde s'arrache, que tout le monde veut voir, et ainsi de suite. Oui, c'est bien de le mettre en première page, oui, c'est bien de le vendre, entre guillemets, mais vous vendez son image, et son image, elle lui appartient, elle ne vous appartient pas à vous. Donc, le premier élément, c'est le droit à l'image du sportif. Il est impératif que vous sachiez si vous avez le droit de vendre ou pas ce droit à l'image. Et ça s'applique toutes catégories confondues. Alors évidemment, sur du sport individuel, bah, c'est beaucoup plus marqué, parce qu'il n'y en a qu'un, hein, donc on le voit bien. Sur du sport collectif, bah, c'est pas uniquement celui qui sort du lot. Et puis sur le sport amateur, bah, c'est encore pire, parce que les 3/4 du temps, c'est du droit à l'image d'enfant. Parce qu'effectivement, quand vous faites une belle image de votre club avec plein de petits gamins qui courent partout, c'est mignon, c'est beau, ça fait vendre, c'est fantastique. Ouais, les parents, ils sont d'accord que le gamin, il soit en photo en 4x4 dans le supermarché du coin? Bah, peut-être pas. Hein. Donc, le droit à l'image, il est impératif que vous l'ayez traité. Le plus simple, c'est de le traiter à l'arrivée au club. Et de dire, écoutez, voilà, nous on va être amenés à faire des photos. À faire des photos qui vont parfois être utilisées sur les réseaux sociaux, sur la com ou d'autres. Est-ce que vous nous autorisez à utiliser ces photos? Oui, non. On se débrouille pour qu'en général ils disent oui, évidemment. Mais il vaut mieux savoir à l'avance qu'on a quelqu'un qui dit non, moi mon image, je ne veux pas qu'on l'utilise. Vous ferez avec. Vous débrouillerez pour que cette image-là ne soit pas utilisée, plutôt que d'avoir quelqu'un qui, après coup, alors que vous avez monté votre partenariat,
Alors que vous avez dit, regardez monsieur, grâce à vous, on va équiper tous les maillots de toute l'équipe, on va vous mettre au milieu de tout le monde, et puis on va faire une belle photo, et puis comme ça on va pouvoir la publier partout, puis vous, dans l'entrée de votre magasin, il y aura la grande affiche avec tout le monde autour, tous les petits, et vous au milieu. Et puis après coup, d'avoir effectivement un parent qui arrive au furieux en disant « Comment ça se fait que mon gamin, il est en 4x4 à l'entrée du supermarché ?» On est un peu mal dans ces cas-là. Donc, le droit à l'image du sportif, et quand je parle du sportif, c'est le grand comme le tout petit, il faut impérativement le traiter. Et encore une fois, le traiter, c'est dès le départ, on le traite, licence, contrat, il faut mettre les choses sur la table. Et quand on les met sur la table, en général, on n'a jamais de soucis. Moi, là, je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai, un parent, on est 450 licenciés, j'ai un parent qui me dit « Non, je ne veux pas que mon gamin il soit en photo. » Bon, on sait que le petit machin, lui, il ne faut pas le mettre sur les photos. Alors, des fois, c'est un peu chiant, parce qu'il veut être sur la photo, lui, par contre. Donc, il faut expliquer qu'on fait des photos avec le petit, mais qu'on ne prendra pas la photo avec le petit, qu'on prendra la photo sans le copain. Ça, c'est hyper important. Donc, vous ne pouvez pas vendre n'importe quoi. Par contre, si vous avez le droit à l'image, c'est-à-dire si vous avez effectivement l'autorisation des personnes, vous pouvez effectivement avoir de la photo individuelle ou de la photo collective. Donc, mais c'est un élément important. L'image, aujourd'hui, on vit dans un monde d'images. Le deuxième élément, et où il faut bien définir les droits de propriété, c'est le droit lié à une manifestation sportive. Alors aujourd'hui, quand vous faites une manifestation sportive, quel que soit le sport et quel que soit l'élément, en général, il y a une fédération, une ligue, qui l'a organisée. Cette fédération, cette ligue, elle a peut-être elle-même signé des contrats avec des partenaires qui vont eux-mêmes lui verser de l'argent. Il faut savoir où on met les pieds. Il y a des situations qui ne posent pas vraiment de problème. Si la Fédération française de basket signe avec tel partenaire pour les matchs de, je sais pas, National 2, moi j'organise un match, une rencontre de U9 ou de U11, je ne vais pas avoir trop d'ennuis. Par contre, j'organise une Coupe de France, parce qu'elle me tombe dessus. Parce que, voilà, il y a un super coup à faire. J'organise un tournoi, je vais parler basket, un tournoi de 3-3 avec des plateaux, des machins, des trucs. Est-ce que j'ai le droit de ramener n'importe quel partenaire? Est-ce que j'ai le droit de dire à un partenaire, écoutez, vous serez le parrain numéro 1 du tournoi 3-3 que j'organise qui est labellisé? Ah ben non. Ah ben non, j'aurais pas le droit. J'aurais pas le droit parce que cette manifestation, c'est une manifestation fédérale pour laquelle, effectivement, il y a eu des contrats qui ont été signés par la fédération. Donc, si je veux rajouter un partenaire, il va falloir que j'ai l'accord de la fédération. Si vous le demandez, vous l'aurez peut-être. Et eux sont peut-être très contents de dire « Oui, pas de souci, vous y allez ». Par contre, ils peuvent vous dire non. Parce que peut-être que votre partenaire, c'est en direct du partenaire qu'ils ont choisi. Donc, on doit faire attention à ces droits liés à des manifestations sportives parce que on n'organise jamais une manifestation sportive tout seul dans notre coin. On est toujours rattaché à quelque chose et ce quelque chose, quel que soit son nom, peut lui-même avoir ses propres accords. Donc, et c'est ces accords à eux qui vont primer. Vous ne pourrez pas leur dire « Non, moi j'ai signé avec McDo, donc vous, le sponsor Burger King, il sort du champ. » Ah non, non, c'est Burger King qui va rester. Et vous ne pourrez pas signer McDo. Ou alors vous signerez McDo, et c'est ça l'intérêt de connaître effectivement ces droits, c'est que si vous n'avez peut-être pas le droit de mettre McDo sur la manifestation, peut-être que vous avez le droit d'avoir McDo sur la préparation de la manifestation. Si vous entraînez vos équipes à cette manifestation, peut-être qu'effectivement, il y a peut-être un truc à faire, peut-être avec moins d'argent, mais il faut faire attention à ça.
On peut également avoir des droits d'une collectivité ou d'un tiers. Vous intervenez forcément dans un espace. Cet espace, il appartient forcément à quelqu'un. Il vous a été mis à disposition les 3/4 du temps par une collectivité. Les 3/4 du temps, la collectivité ne voit aucun inconvénient à ce que vous affichiez vos sponsors dans cet ensemble immobilier. Il y a des collectivités qui vont vous demander un accord préalable et qui vont vous dire non, non, moi je veux pas de McDo. Moi je veux pas. Moi je suis contre, moi collectivité, je lutte, je veux que les enfants à la cantine ils mangent bien, je veux machin. Donc moi je veux pas un McDo 4x4 dans mon gymnase. Est-ce que la collectivité elle a le droit? Ben bien sûr elle a le droit, c'est son immeuble. C'est elle qui est propriétaire, c'est elle qui vous le met à disposition, et les 3/4 du temps elle vous le met à disposition quasiment gratuitement ou gratuitement. Donc le droit de la collectivité doit être respecté. Et si on se met à dire, bon, allez, on cherche des sous, on regarde la salle, et ça c'est un exemple vécu, où effectivement, moi j'avais un bénévole, il était à fond, il nous a fait un book d'enfer, machin, il nous avait fait la 4D sur une salle, ah, c'était absolument génial. La moitié des surfaces qu'il avait potentiellement recouvertes étaient de toute façon interdites par la collectivité, qui nous avait dit « Ah non, non, ça, tout ça là-haut, vous n'y touchez pas, rien, c'est blanc et ça doit rester blanc. » Ok. L'autre partie, effectivement, potentiellement, on pouvait avoir l'accord de la collectivité, mais avec des règles de sécurité particulières. Parce que placé dans des endroits qui pouvaient effectivement tomber ou pas tomber. Alors, donc on ne pouvait pas mettre ce qu'on voulait. Donc, la bonne volonté ne suffit pas. La bonne volonté, c'est génial, c'est ce qu'il nous faut dans les clubs. Malheureusement, la bonne volonté face à des droits spécifiques, elle ne suffit pas. J'ai mis également le droit des tiers. Alors, le droit des tiers, c'est essentiellement les problèmes avec les photos. Parce que rarement, vous allez vous installer sur le terrain du voisin sans lui demander son accord. Donc, si vous êtes installé, c'est qu'effectivement, vous avez loué, vous avez demandé l'autorisation, vous a autorisé durablement à utiliser un ensemble. Simplement, parfois, quand vous faites vos photos de manifestation, ben, il y a un arrière-plan. Il y a un arrière-plan. Alors, si l'arrière-plan n'est pas reconnaissable ou noyé dans la masse, on voit essentiellement les petits gamins qui courent. À l'arrière-plan, il y a une maison. La jurisprudence est assez claire en la matière. Elle dit oui, ça fait partie du décor. Et on ne peut pas interdire les photos en extérieur. Par contre, si vous avez effectivement un gros plan et que comme par malheur, vous avez la maison du voisin qui est bien pris en photo, bien identifiable, avec ses beaux volets bleus, est-ce que vous avez le droit de publier la photo de la maison du voisin? Ben non. Si c'est reconnaissable, si c'est identifiable, ça peut effectivement poser problème. On a une jurisprudence comme ça qu'on sort régulièrement, pas uniquement au niveau du droit du sport, hein, parce que c'est un vrai problème avec les photos de vacances. C'est dans le Marais Poitevin, il y a une maison au volet bleu, vous savez, on la voit partout sur les cartes postales, donc forcément, comme on la voit sur les cartes postales, tout le monde a envie de la prendre en photo. Sauf que pour faire les cartes postales, le monsieur il a vendu son droit à l'image de sa maison. Donc ils ont payé pour avoir le droit de faire. Et effectivement, le monsieur il n'est pas commode. Donc le monsieur, pendant des années, chaque fois qu'il voyait une photo dans un journal, dans un machin, il attaquait. Il dit, non, non, mais moi je ne vous ai pas vendu mon image. Alors, il dit, non, mais regardez, on ne la voit pas si bien que ça, votre maison. Alors, des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Donc attention au droit de propriété, vous avez le droit de vendre plein de choses, vous avez le droit de reproduire plein de choses, vous avez le droit de communiquer sur plein de choses, mais assurez-vous que ce plein de choses, vous en êtes bien le propriétaire. Ou que, si vous n'en êtes pas le propriétaire, bah, vous avez eu l'autorisation du propriétaire de le faire. Il n'est pas obligé d'être propriétaire, mais par contre, il va falloir être autorisé à le faire. Le deuxième élément sur lequel... Alors ça, c'est vous dans votre coin.
Ça, c'est de la préparation. C'est vous qui allez vous préparer. Vous allez dire, bah voilà, on envisage ça. Est-ce qu'on a des points? Check. Non, j'ai pas de souci. Tout le monde a signé. Oui. Ça sera dans le gymnase. Oui. La commune est sympa. Elle m'a déjà autorisé à mettre des trucs. J'en remettrai d'autres. Tout va bien. Deuxième élément, il va falloir définir ce que vous allez demander au sponsor et l'autoriser à faire. Demander au sponsor, c'est les sous. Hein. Ça, en général, ça ne prend pas votre temps. On sait en général ce qu'on veut demander. Donc ça, on ne va pas y passer plus de temps qu'il ne faut. Chacun va savoir s'il veut 500 €, 1000 balles, 500 000. Ça dépend de la taille et ça dépend de ce qu'on veut en faire. Par contre, j'ai mis un autre truc, c'est l'utilisation par le sponsor de l'image du club et du sportif. C'est-à-dire que votre sponsor, les 3/4 du temps, vous allez l'accueillir, vous allez dire, bah, écoutez, voilà, merci. Hein. Donc voilà, vous allez lui serrer un peu les pompes, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. Le remercier chaleureusement. Puis vous aurez des sponsors qui seront très contents de s'arrêter là. Ils ont leur affiche, ils ont leur maillot, ils ont le minibus, et ça s'arrête là. Et puis il y en a qui vont se dire, mais moi je peux moi-même communiquer sur la plus-value que mon image a apporté au club. Le club, il est connu, ou il y a peut-être une petite pépite dans le club, ou il y a peut-être effectivement quelque chose qui fait que ça fait bien de s'afficher comme étant le sponsor de tel club ou de tel sportif. Est-ce que vous l'autorisez à faire ça? Ben, ça se définit. Vous dites oui, vous dites non. Vous avez le droit de dire, écoutez, nous, aujourd'hui, vous nous payez pour avoir le droit d'avoir une affiche 4x4, pour avoir le droit d'avoir votre nom sur le minibus, pour avoir machin. Vous êtes notre sponsor, on vous aime beaucoup, machin bidule. Par contre, vous ne pourrez pas prendre la photo du minibus et puis la publier dans la revue professionnelle de votre profession pour montrer que vous êtes des gens bien et que vous êtes impliqués. Alors ça en général, c'est soit l'image d'un sportif connu, soit d'un club connu, d'un truc connu, ou alors on est sur les activités, je vais être méchante, mais les activités un petit peu à côté et qui vont faire bien. Alors oui, le club il a ramassé, les petits gamins ils ont été courir dans le parc, puis ils ont ramassé effectivement tous les déchets. Développement durable. Alors, regardez, je soutiens un club qui fait du développement durable. Ah, regardez, je soutiens un club qui fait du handisport. Ah, regardez, je soutiens un club qui fait effectivement du sport adapté. Ah, regardez, je soutiens un club qui fait du sport santé. J'ai pas de problème, moi, sur le fait qu'un sponsor puisse utiliser ça, si le club l'accepte, et c'est normal qu'il le fasse. C'est votre choix, c'est votre organisation, c'est vous qui avez fait toute cette mise en œuvre. Donc, moi, ça ne me choque pas que le sponsor il le fasse. Par contre, il faut qu'il le fasse avec votre accord. Et que ça ne soit pas une découverte pour vous, où vous ouvrez le journal et vous découvrez que le gars il est en train de se faire mousser parce qu'il soutient un club qui fait du développement durable, alors que c'est vous qui vous êtes bourré le dossier d'autorisation. C'est vos gars qui ont couru en plein hiver, et ça c'est du vécu, avec les petits gamins pour ramasser les poubelles du parc. Il faut savoir ce qu'on donne. Il faut se mettre d'accord. Et ça, le contrat devra le prévoir. Donc, bien définir les droits du sponsor, c'est est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y en a, on les met. S'il n'y en a pas, on l'écrit. Et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Bien définir les obligations du club et du sportif. Alors, là, c'est vos obligations. Alors, souvent, on a l'habitude de dire, oui, bah, c'est simple, hein, c'est un panneau 4x4, c'est le nom sur le maillot, voilà. Ça suffit parfois pas. Ça suffit parfois pas. Alors, encore une fois, tout dépend le niveau, on va dire, de sponsoring sur lequel vous vous placez.
Mais quand on dit mise en avant de l'événement et visibilité, pour certains sponsors, la visibilité, c'est important. Pour certains sponsors, c'est important d'être, on va dire, dans l'axe classique des photos. Je vais parler encore une fois du basket, parce que je connais, dans la salle de basket, on sait qu'effectivement, il y a des endroits où on se met systématiquement pour faire les photos. Et on sait qu'en arrière-plan, systématiquement, le sponsor qui va être dans cet arrière-plan, il va être mis en valeur. Alors, c'est super pour celui-là. S'il l'a négocié, ça se négocie un peu plus cher, hein, il y a une prime à la mise en valeur. Mais par contre, il ne faut pas que celui qui n'a rien négocié du tout et qui se retrouve dans le coin sombre, à l'autre bout du gymnase, vienne vous voir en disant « Vous êtes bien gentil là, mais ça fait 2 mois que je vous suis sur les réseaux sociaux. J'ai vu 15 fois McDo en arrière-plan et la boutique de fleurs machin, j'ai encore jamais vu. » Ou alors, il faut être clair en disant bah, « Écoutez, votre emplacement, c'est là. » Oui, non, oui, très bien. Vous l'avez accepté, c'est défini. Encore une fois, si on dit les choses, ça va beaucoup mieux. Non-concurrence. Est-ce que vous avez le droit d'avoir effectivement un sponsor qui s'appelle MMA et un sponsor qui s'appelle Groupama? Dans l'absolu, rien ne vous l'interdit. Dans l'absolu, tout est possible. Par contre, commercialement, c'est bien de les prévenir mutuellement. Et c'est bien de pouvoir effectivement définir des zones pour chacun. Hein? Groupama va soutenir telle section du club et MMA va soutenir telle section du club. Groupama va être sur les véhicules et MMA va être sur les salles ou au bord du terrain. Peu importe. Mais il faut impérativement que vous ayez cette notion de non-concurrence en tête. Parce que votre sponsor, encore une fois, et c'est pour ça que je disais le choix des armes, même si on vous aime bien, même si on est venu pour vous aider, même si votre sponsor, c'est souvent le cousin de la belle-mère, de l'oncle, ou le patron du petit ou du machin, oui, il vous aime bien. Maintenant, ils vous donnent de l'argent, c'est peut-être pas pour se retrouver à côté de leur principal concurrent avec qui ils se tapent des compères perpétuellement. Et s'ils doivent être à côté, il faut qu'ils le sachent. Et peut-être que leur visibilité sera différente. Peut-être qu'ils vous diront, bah, moi ça ne m'intéresse pas d'être affiché dans la même salle que le principal concurrent. Ben, vous trouverez autre chose, parce qu'il a quand même envie de travailler avec vous. Mais faut pas négliger ça, parce que c'est à la fois la notion de concurrence hein, entre sponsors, et puis c'est aussi, on va dire, votre parole en quelque sorte. Hein. Parce que si vous avez fait du charme à votre sponsor, puis qu'à aucun moment vous lui avez dit que vous avez un sponsor concurrent avec vous qui sera placé dans la même salle, il va avoir un peu l'impression de s'être fait avoir. Quoi. Donc c'est à la fois du droit, mais c'est aussi de la logique. Hein. C'est simplement de ne pas rouler les gens dans la farine. Exclusivité. Bah, c'est la contrepartie de la non-concurrence. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « Moi, je veux bien, mais par contre, il faut qu'il n'y ait que moi. Moi, je ne veux pas entendre parler de mes concurrents. Je veux pas. Moi, je m'appelle McDo. Je ne veux pas, effectivement, voir Burger King. Je ne veux pas voir le food truck du coin. Je veux que moi. » Pourquoi pas? Ça se paye. Ça se paye. Disant, bah écoutez, oui, on vous garantit qu'on n'ira jamais chercher quelqu'un d'autre pour la durée du contrat. Mais dans ces conditions-là, le prix ne peut pas être le même. On a forcément... Alors, l'exclusivité sur les clubs amateurs, c'est un peu théorique. C'est un peu théorique parce que les 3/4 du temps, on est sur des petits budgets et que, encore une fois, c'est du réseautage, on connaît, c'est machin. Voilà. Mais je vais prendre l'exemple
d'un club à Dijon, qui n'est pas le mien. Ils ont fait un très beau coup, ils ont persuadé un sponsor, qui est un cabinet d'expertise comptable, de changer tous leurs maillots. C'est un club, ils sont 350, donc c'est un beau petit club. Et ils ont changé de maillot là à la rentrée, et tous les maillots portent le nom de l'expert comptable sur le ventre. C'est un très beau coup. Parce que, un, c'est beau. Voilà. Deux, tout le monde est habillé pareil. C'est très très bien. C'est des maillots neufs. Et puis alors le sponsor, lui, il est content parce que de toute façon, c'est quelle que soit l'équipe, des plus petits aux plus grands, on peut mettre n'importe quelle équipe, on voit le sponsor. Je pense que derrière, il y a une petite notion d'exclusivité. Je ne pense pas qu'il est accepté que l'année prochaine, si on a besoin d'un jeu de maillot, on aille chercher un cabinet d'expertise comptable concurrent. Je ne connais pas leurs accords, voilà, c'est pas mon club et je ne connais pas la façon dont ils fonctionnent, mais je me doute que quand on a quelqu'un qui est aussi visible que ça sur une opération comme ça, pendant 1 an ou 2 ans, il y a cette notion de vous m'en mettez pas un dans les pattes. C'est normal, c'est logique. Donc, vous pouvez effectivement l'accepter. Votre sponsor a le droit de le demander. En général, ça se traduit par un sponsoring un petit peu plus intéressant. Moi, j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a dit ah non, moi je veux pas, voilà. Écoutez, vous êtes gentil, mais vous me donnez 500 balles pour acheter un jeu de maillot qui va valoir 450 balles. Donc voilà, je vais déjà dépenser 450, très bien. Mon équipe, elle aura des jolis maillots, mais au final, pour le club, il va me rester 50 balles de rab. En plus, vous me demandez l'exclusivité. Pas de possible. Pas de possible. Oui, mais vous comprenez, oui, je comprends votre truc, mais ça ne va pas être possible. Je préfère ne pas accepter vos 500 balles et puis pouvoir effectivement aller chercher d'autres personnes sur le même niveau d'activité. La durée. Alors la durée, il y a la durée écrite puis la durée réelle. La durée écrite, c'est ce que vous avez mis dans le contrat. Ou dans la lettre, ou dans le mail de proposition. En général, 1 an, 2 ans, renouvelable, pas renouvelable, tacitement renouvelable. Ça veut dire que tacitement, ça veut dire que si on ne dit pas qu'on ne veut pas continuer, on continue. Parfois, on dit c'est sur 2 ans et vous payez tout de suite. Et on vous garantit que dans 2 ans, vous serez affiché. Ou c'est sur 2 ans, puis chaque année, vous paierez la somme de temps. Tout est possible. Et puis il y a la durée réelle. La durée réelle, c'est quoi? C'est qu'il arrive fréquemment que vous n'avez pas forcément un autre sponsor à mettre à la place. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez l'affiche. Jeu de maillot, minibus, voilà. Est-ce que vous avez systématiquement tous les ans, tous les 2 ans, quelqu'un à remettre à la place? Pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réflexe à avoir sur la durée? La durée, c'est que même si on sait que ça va durer plus longtemps que ce qui est écrit, il faut quand même l'écrire. Il faut quand même effectivement écrire pourquoi vous vous êtes engagé. C'est indispensable pour plein de raisons. Première raison, c'est ça qui va vous permettre de savoir combien vous allez toucher. On revient au point de départ de notre discussion, on est en train de chercher un peu de sous là. Donc il va falloir effectivement qu'on dise, oui, on a signé pour 2 ans. Écoutez, voilà, la 3e année, on n'a pas envie d'enlever le 4x4, ça nous prend voilà. Et pour signer un petit coup, puis on vous fait une remise, parce qu'on n'a pas de trucs à faire. S'il n'y a pas de durée, parce que j'ai vu des fois, des trucs, on dit, voilà, tu me donnes 500 balles, puis tu me mets un panneau. Pour combien de temps? Oh, bon, on peut discuter de ça. Ça va être sympa. Parce que le sponsor, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Il va dire, attendez, moi, je pensais que c'était pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, à vie, ad vitam aeternam, tant que la salle tient debout. Donc, la durée, encore une fois, c'est comme tout le reste, il vaut mieux le traiter
Il vaut mieux prendre le temps de discuter 5 minutes avec la personne, disant bon, voilà, on se met d'accord, c'est combien pour combien de temps, plutôt que d'avoir à gérer l'après-coup, où on part mal, on n'est pas bien, puisqu'on n'est pas clean. Et puis, quand on n'est pas clean, ben, ça tournicote. Donc, voilà un petit peu les éléments que vous devez définir avant de prendre votre petite mallette puis d'aller tirer les sonnettes. Définir ce que vous avez le droit de prendre. Définir qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter du sponsor. Hein, combien et quelle utilisation. Et puis définir effectivement ce que vous allez vous imposer à vous-même. Et ça, l'expérience montre que si on prend le temps de définir ces éléments-là, et que ensuite on va aller voir la personne que l'on a envie de solliciter, ben on arrivera avec une vision, entre guillemets, pro. Vous serez clair. Et si c'est clair, ben, la personne, elle se dira « Ah ben au moins, j'arrive, je comprends ce qu'il veut, je sais où je vais. » Si vous arrivez en mode « Ah écoutez, vous nous donnez un petit peu de sous, puis on verra bien, on se trouvera bien un petit truc pour pouvoir effectivement vous récompenser », je doute, sauf si la personne a vraiment envie de vous aider, qu'elle vous donne quelque chose. Ou alors on sera dans du mécénat. Mais on ne sera pas dans du sponsoring. Donc, avant de partir, avant de prendre sa mallette et avant de tirer les sonnettes, ben, on s'arrête, on fait un point et on se dit bah, quels sont ces éléments-là. Et une fois qu'on a bien défini ça, on va pouvoir y aller. Et vous verrez, si vous avez défini ça, ben, c'est nettement plus facile. C'est nettement plus facile d'aller discuter avec les gens. Parce que vous savez de quoi vous parlez, tout simplement. Et encore une fois, c'est pas... Alors, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas un métier commercial d'aller effectivement rencontrer des gens. C'est pas inné. C'est pas inné de franchir la barrière du je prends le téléphone, j'appelle, je prends rendez-vous. C'est dur. Franchement, c'est dur quand on n'a pas naturellement envie de le faire. Par contre, si vous arrivez avec déjà des points de repère, bah, même si vous n'êtes pas à l'aise, vous pourrez toujours vous rattraper à ces points de repère. Et ça vous aidera. Quoi qu'il arrive, ça vous aidera. Alors, quel type de contrepartie? Bah, je dirais que j'ai cité, mais il y en a autant que vous voulez. Les contreparties, c'est vous qui allez les créer. Alors, les classiques, bah, les supports publicitaires. Alors quand je dis support, hein, affiche, vidéo, tout ce qui va aller avec, effectivement, tout ce qui peut porter une marque ou un dessin. On prend cette pièce, c'en est une très belle illustration. Hein. Les tables, les chaises, le mur, le plafond, on peut tout identifier. Encore une fois, si on est sûr d'être propriétaire ou d'avoir l'autorisation du propriétaire de le faire. Donc, les supports publicitaires, ils sont divers et variés. Mais c'est souvent, effectivement, le premier point, parce que ça se voit. En général, c'est un élément qui se voit beaucoup. L'habillement, c'est pareil. Je parlais du maillot et du coup de mon expert comptable là, qui a fait un beau coup. Bah, ça se voit. Encore une fois, on ne peut pas les louper. Les réseaux sociaux. Bah oui. Le truc à la mode, là. Le truc qui nous occupe beaucoup, les réseaux sociaux. Est-ce qu'effectivement vous avez le droit de vendre de l'espace sur les réseaux sociaux de votre club? Oui, ça peut être du placement de produits. Vous avez le droit de dire qu'à la fin de chaque match, même si c'est les minimes, même si c'est les petits, que le score est annoncé par telle structure, la boucherie sans os ou Jojo du garage du coin, quoi. C'est possible. Et quelque part, ça se voit. La billetterie. Alors, la billetterie, c'est effectivement quand il y a
la notion de billetterie. Dans les clubs amateurs, on n'a pas forcément cette notion de billetterie. Hein. Donc on passe en général à un stade au-dessus. La billetterie, effectivement, c'est deux niveaux. Hein. Le sponsor, il peut être intéressé soit par acheter des billets, soit acheter des places, hein. Soit être en photo sur les places que les autres vont acheter. Les deux, ça marche. Il peut effectivement vous dire, bah, moi, ce que je veux, c'est venir gratuitement et avoir une loge, et avoir une place, et avoir... voilà. Comme il peut vous dire, bah, moi, aujourd'hui, je sais que vous vendez des places, et ben moi, je vous demande effectivement d'apparaître en photo sur toutes vos places que vous allez vendre. Ça se vend. Le naming, le truc à la mode. Tout le monde veut faire du naming. Le naming, c'est un élément, effectivement, comme son nom l'indique, anglo-saxon. C'est donner un nom à une entité d'un club. Alors, ça peut être un club tout seul. LDLC a fait un coup d'enfer avec l'Asvel, hein, au basket. Hein. Personne connaissait LDLC avant qu'ils deviennent effectivement le sponsor. Ils ont fait même mieux que des sponsors, ils ont le nom du club s'est inspiré du nom. Ça peut être un espace sportif, l'Accor Arena à Paris, l'Arena voilà, du Mans, hein, avec le mutuel du Mans. Donc, le naming, c'est donner un nom à un espace soit physique, mais ça peut être un centre de formation qui s'appelle d'un nom. Ça peut être une section qui s'appelle d'un nom. C'est le truc un peu à la mode. Alors, on est pour, on est contre. Soyons très clairs, et ça peut susciter un débat en interne dans un club, parce que les trois quarts du temps, le naming va faire disparaître le nom du club. Derrière le naming, on va au bout d'un moment se rappeler uniquement du nom, et on va avoir le nom du historique qui risque effectivement d'être amoindri. Donc il peut y avoir un débat, et moi ce que je préconise sur le naming, c'est qu'il y a un vrai débat interne avant d'y aller. Pour que si on y va, bah, tout le monde l'assume et tout le monde sache pourquoi il l'assume. Parce que, encore une fois, je prends l'exemple de l'Asvel, hein, dans le basket. Aujourd'hui, LDLC, voilà, et bah, c'est quasiment le nom du club. Participation chez le sponsor. Ah oui. Votre sponsor, il peut tout simplement avoir envie que vous veniez le voir. Il a peut-être envie, tout simplement, que vous veniez à l'inauguration de ces nouveaux locaux, avec votre équipe, et que vous passiez une journée avec eux. Et bien, c'est super. Encore une fois, ça se négocie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? C'est pas effectivement des affiches, c'est pas du 4x4, c'est du temps passé. Et qu'est-ce que votre sponsor, lui, il attend de vous? Ben, c'est que vous ayez du temps et que vos sportifs aient du temps à lui consacrer. Ça peut être intéressant, parce que d'abord, c'est souvent source de richesse d'échange. Donc ça permet souvent, effectivement, de rencontrer des gens, d'attirer éventuellement des nouveaux bénévoles, hein. Indirectement, des fois on fait du recrutement sans le dire. Mais votre sponsor, il peut effectivement tout simplement avoir envie de vous avoir pendant une journée. Ou de vous avoir sur une soirée. Ou de pouvoir effectivement dire, ben voilà, j'organise, à chaque fois que j'organise quelque chose, je sais pas moi, la journée des salariés au mois de juin, avant les vacances, je sais pas quoi, bah effectivement, il y aura une animation de foot, de rugby ou de je sais pas quoi, de tir à l'arc, qui se fera par le club Intel, avec lequel effectivement on est en partenariat. Je dirais que sur cette partie-là, sur la participation chez le sponsor, il faut juste être très clair sur les responsabilités. Parce que souvent le sponsor, il va vous dire, ah bah, vous pouvez bien nous animer un petit atelier, ah bah, vous pouvez bien nous faire une petite démonstration. Aucun souci, ça fait partie du deal. Par contre, effectivement, si quelqu'un se tord la cheville pendant la démonstration,
si quelqu'un effectivement balance un ballon dans une fenêtre et casse une fenêtre, si quelqu'un va effectivement bousculer un sportif qui bouscule un non-sportif et que le non-sportif effectivement tombe et se casse quelque chose, encore une fois, il faut effectivement que les choses soient très claires. Si les choses sont claires au départ, qui assure la journée? Moi ou vous? Vous? Très bien. Et il se passe quelque chose, bah c'est vous. C'est moi? Bah ok, moi je vais prendre une journée d'assurance, ça ne va pas coûter grand-chose. Hein. Je vais prendre une journée d'assurance, je vais expliquer à mon assureur que pendant une journée, je vais avoir des gens qui vont faire une animation avec des non-sportifs dans un cadre qui n'est pas forcément approprié pour réaliser un sport, tout en respectant toutes les consignes de sécurité du sport en question, qui peut quand même malheureusement y avoir une petite boulette. Ça ne va pas vous coûter grand-chose. S'il ne se passe rien, tant mieux, super. S'il se passe quelque chose, vous êtes tranquille. Donc, quand on sort de chez soi, en fait, quand on sort de notre environnement, bah, il faut se dire, ah, attention, est-ce que s'il se passe quelque chose, je suis bien couvert et j'ai pas de soucis. La reproduction de produits, bah ça peut être effectivement, ça peut aller du verre recyclable, hein, du verre en plastique, hein, sur lequel vous allez mettre effectivement le nom du sponsor, jusque à la reproduction effectivement d'un ballon, d'un outil, d'un matériel lié à l'activité sportive que vous allez mener. Je dirais que ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est souvent le verre, hein, même si quand on discute avec les gens qui font du développement durable, ils vous disent c'est pas bon. Le vrai verre qui est vraiment développement durable, il faut qu'il soit moche, le plus moche possible. Et plus il est moche, plus il sera développement durable. Bon, ok. Donc le joli verre avec le joli photo de la marque du sponsor, c'est pas développement durable, mais le sponsor il est très très content en général. Il repart avec son truc. Et c'est pour ça que c'est pas développement durable, parce qu'en fait, ça ne sert qu'une fois. Donc le coût de consommation, il est pire que si on avait utilisé effectivement un verre normal. Et puis, l'image des sportifs, hein, et je mets les limites hein, pour vous renvoyer effectivement à ce que j'ai dit au départ. Vous avez effectivement, c'est possible effectivement de vendre l'image d'un sportif. Hein, c'est encore une fois, ça se vend. Vous avez le droit effectivement de dire, bah, moi si vous voulez que tel joueur vienne effectivement au séminaire de vos commerciaux, bah, il va effectivement, ça va être temps. Encore une fois, il faut bien définir les droits avec le sportif en question. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment son image à lui. Hein. C'est lui qu'on attend. Hein. Donc, il faut être très très clair avec lui. Il ne faut pas s'amuser à dire « ouais, pas de souci, bah, oui, le meneur, oui, bah, il peut bien faire ça. Hein. Vu comme il a joué le week-end dernier, hein, il va bien y aller. » Non, ça ne marche pas ça. Ça marche pas du tout. C'est son image, c'est lui, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est lui qui va effectivement être devant tout le monde. Donc il faut effectivement, je vous dis sûr qu'il va jouer le jeu, et coup qu'après coup, il ne va pas venir vous dire « dites donc, ça ne le fait pas, je ne suis pas d'accord ». Alors, est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions? Non? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, on peut continuer, donc. Alors, excusez-moi. Régime fiscal. Régime fiscal pour le sponsor, déjà. Commencer par lui, parce que c'est quand même lui qui veut donner des sous, donc il faut quand même effectivement penser à lui. Donc lui, ça peut être une charge déductible. Donc lui, s'il vous verse 100, il peut déduire 100 de son résultat. L'impôt sur les sociétés, c'est entre 26 et 28%, à peu près, aujourd'hui en France. Donc ça veut dire que s'il vous donne 100, bah, il déduira 100 et il économisera donc 26 ou 28 suivant la taille de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire? Il va falloir effectivement respecter 2 critères. Premier critère, il va falloir qu'on ait une bonne identification de l'entreprise. Je vous ai dit, sponsoring, on est dans le donnant-donnant. Donc, il faut effectivement
qu'on puisse voir la marque, voir le nom de l'entreprise, qu'on puisse l'identifier. C'est impératif. Et le deuxième critère, c'est le plus difficile, c'est que la dépense ne doit pas être excessive. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que qu'est-ce que c'est qu'une dépense excessive? Ben, je vais vous dire, j'en sais strictement rien, moi. Pour un commerçant de quartier, 1000 €, c'est peut-être une dépense excessive. Et puis pour une société qui a 25 établissements dans la France entière, 1000 €, c'est rien, quoi. Donc, il faut vraiment se mettre au niveau de l'entreprise, hein, au niveau du sponsor, et j'ai mis en gras justification des retombées attendues. C'est-à-dire qu'on doit être capable de pouvoir, tout du moins l'entreprise sponsor, c'est vous qui allez lui donner les infos, c'est vous qui allez lui donner la matière qui va lui permettre de dire oui, dans mon dossier, je vais pouvoir déduire. L'entreprise sponsor doit pouvoir dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai mis mon image sur tel support, j'ai participé à telle opération, et voilà les éléments que j'en attendais. Ben, dans ce gymnase, il y a en général 100 personnes, en moyenne pendant 5 heures le samedi après-midi. Moi, aujourd'hui, si je veux toucher 100 personnes pendant 3 heures, comment je fais? Je suis dans une petite ville de campagne, j'ai pas de bus, j'ai pas de 4x4. Oui, faire savoir que j'existe et le faire savoir sur des gens qui seront assis, qui n'auront pas le choix que de voir ma trombine et mon nom pendant 3 heures, oui, ça a une valeur, ça. On a cette nécessité de dire, voilà, moi aujourd'hui, je vais pouvoir effectivement être visible grâce à mon action. Je suis sur un minibus, le minibus, je joue au niveau régional, je joue au niveau national. Voilà, alors, national, on va vous dire, vous êtes bien gentil, mais votre boîte, vous êtes plutôt local, mais régional, ça peut avoir un intérêt. Donc, on est vraiment sur cette justification des retombées. Toujours, attention, parce que ça, l'administration fiscale, elle aime bien des fois oublier ce mot-là, attendu. Des fois, l'administration fiscale, elle vient et puis elle dit, non, mais regardez, votre chiffre d'affaires, il n'a pas bougé. Vous n'avez pas 3 clients de plus. Oui, et alors, peut-être que si je n'avais pas fait ça, j'en aurais eu 10 de moins. Donc, on n'est pas sûr, grâce à ça, je vais avoir X% de chiffre d'affaires en plus, ou grâce à ça, je vais avoir tel client en plus. On est sur, grâce à ça, je pensais pouvoir avoir des retombées. Parce que, voilà, j'ai étudié la question, je sais le nombre de personnes qui vont voir, je sais le minibus où il se déplace, j'ai apprécié, j'ai acheté des éléments, je participe à une manifestation, ça regroupe 500 personnes pendant tout un week-end, et bien pendant tout un week-end, toucher 500 personnes, c'est déjà bien. Voilà. Peut-être que ces 500 personnes, elles viennent en bas chez moi, ou pas, mais en tout état de cause, potentiellement, je pouvais effectivement en espérer des attendus. Alors, pour le bénéficiaire, c'est-à-dire pour vous, je dirais pas trop de problèmes. Pas trop. On va juste mettre une petite limite, hein, c'est mon deuxième point. Alors, vous allez effectivement, alors j'ai mis déduction comptable, c'est plutôt produit comptable, hein, j'ai été un peu rapide sur mon pamphlet. Pour vous, c'est un produit. Donc pour vous, c'est une ressource. Hein, pas de souci. Où on doit être méfiant, et j'ai mis attention au lien de subordination si le contrat est avec une personne physique. Quand on signe avec un club, quand on est un club et qu'on signe avec un sponsor, on prend des obligations, mais c'est le club collectivement qui prend ses obligations. On prend l'obligation d'afficher, l'obligation de reproduire, voilà. J'ai pas de problématique de lien de subordination. Par contre,
quand je signe avec un sportif individuel, quand je suis, moi, sponsor, et que je vais aller signer un contrat avec un sportif individuel, ça peut être du sport co, mais je signe avec tel joueur. Ça peut être du sport individuel, je signe avec ce sportif-là. Il est où le problème du lien de subordination? Le lien de subordination, pour ceux qui ont suivi la formation sur effectivement les salariés, c'est le critère qui me permet de dire c'est un salarié, c'est pas un salarié. Si c'est un salarié, ce que je lui verse, c'est soumis à cotisation sociale. Si c'est pas un salarié, c'est une recette publicitaire. Et le lien de subordination, parfois, il peut être subtil. Je vais prendre des exemples. Vous soutenez un sportif individuel. Donc, vous lui dites, écoute Coco, t'es gentil, on t'adore, on te soutient, on te fait un chèque sympathique. Par contre, chaque fois que tu sors, il faut que tu aies le t-shirt avec notre nom. Ça, est-ce que c'est un lien de subordination? Non. Ça, c'est une contrepartie normale d'une opération de sponsoring. Deuxième demande, chaque fois que nous, on organisera la réunion du comité d'entreprise qui se finit par tel et tel truc, il faudra que tu viennes et que tu fasses une petite démonstration au comité d'entreprise ou au comité machin les deux. Est-ce que c'est du lien de subordination? Non. Parce que ça fait partie d'une prestation, ça fait partie de la liste des contreparties qu'on peut avoir. Par contre, quand vous commencez à dire au monsieur ou à la madame en question, alors, on vous interdit de vous voir, vous débrouiller pour pas être sur les réseaux sociaux après 10h30 avec un verre à la main, parce que nous, on a l'image et nous, on veut pas que on apparaisse effectivement avec un sportif qui a un verre à la main à 11h du soir complètement déchaîné dans une boîte de nuit. Donc, faites ce que vous voulez de votre vie, vous avez bien le droit de faire ce que vous voulez. Par contre, vous débrouillez pour pas être en photo et qu'on vous voit pas. Quand vous dites aux sportifs en question, toutes les semaines, il faudra passer nous voir. Toutes les semaines, il faudra qu'on fasse un point sur ce que vous faites, comment vous vous situez, où vous en êtes dans votre entraînement, comment vous vous sentez, si vous êtes blessé, pas blessé. Le lien de subordination, il commence à être un peu proche, là. On commence effectivement à avoir effectivement une problématique. Donc, exiger de quelqu'un qui soit effectivement fidèle à votre image, c'est normal. Hein, vous lui donnez de l'argent, vous êtes sponsor, normal de donner de l'argent. Par contre, attention à ne pas lui imposer des choses qui pourraient laisser penser qu'il va devenir votre salarié. Le lien de subordination, c'est vraiment le fait de donner des ordres à une personne et ces ordres ne sont pas discutables. Donner un ordre à une personne en disant « tu dois faire ça ». C'est pas la même chose de dire à une personne « dans le contrat, tu devras effectivement porter, notre tenue ». Ok, il doit le faire, oui. Mais c'est pas un lien de subordination. Par contre, tu dois venir une fois par semaine à l'entreprise, tu dois faire telle chose, tu ne peux pas faire telle chose. Quand au bout d'un moment, il y a une multiplication d'éléments comme ça, on peut tout à fait se retrouver. Et il y a quand même un certain nombre d'exemples en jurisprudence de requalification. C'est souvent avec le sport individuel. C'est très rarement sur le sport collectif. C'est souvent sur le sport individuel parce que ça s'y prête. Parce qu'en général, on va soutenir, le sponsor va soutenir le sportif directement, va pas forcément soutenir le club. Et le sportif individuel va avoir ses propres sponsors. Donc, attention, parce que la sanction, elle est lourde, puisqu'en fait, vous vous retrouvez avec un salarié, le sponsor se retrouve avec un salarié. Donc, ça veut dire qu'il y a des cotisations sociales,
Ça veut dire que quand le contrat s'arrête, c'est un contrat de travail qui s'est arrêté, qui s'est pas arrêté. Donc, attention à ça. Hein. Être vigilant sur ce point-là. Ça arrive pas dans tous les contrats, loin de là. Hein. Il faut être vigilant. Alors, le dernier problème, c'est la TVA. Alors là, je dis un gros mot, hein, TVA. La TVA, c'est quoi? C'est une taxe sur la valeur ajoutée. Et quand on est sur une contrepartie qui est payée, on est sur une prestation de service. Vous rendez un service à votre sponsor. Et pour toucher ce service, votre sponsor vous paye. Logiquement, il y a de la TVA. La règle, c'est qu'il y a de la TVA. On a de la chance, il y a des cas d'exonération. Il va falloir tomber dedans. Il va falloir se débrouiller pour qu'on soit dedans. Parce que si on n'est pas dans un des cas d'exonération, quand on est sur le sponsoring, on est sur une situation où on doit avoir de la TVA. Alors, vous allez me dire, la TVA, c'est 20%. Et l'administration fiscale, elle considère que ce que vous avez touché, c'est du TTC. Donc, si vous êtes vérifié que l'administration fiscale vous dit « Ah, vous n'étiez pas dans un des cas d'exonération et vous devez payer de la TVA sur vos prestations de sponsoring », qu'est-ce qui va se passer? Vous avez touché 100, on va vous dire « Vous en rendez 20 ». Oui, mais les 100, vous les avez déjà dépensés, hein, en général. Donc, c'est pas il faudrait payer 20 puis vous retournez voir le sponsor en disant finalement il y a de la TVA, il faudrait nous donner 20 de plus. Non, c'est vous. C'est vous, vérifiez. Donc, faites attention à ça. Les deux situations d'exonération, il y en a une qui est simple. C'est la franchise en base. La franchise en base, c'est en dessous de 33 200 €, il n'y a pas de TVA. Donc, si vous faites moins de 33 200 € de sponsoring, vous ne traumatisez pas. Oui. En cumulé, j'imagine. Oui, en cumulé. En cumulé et par an. Donc, si vous êtes en dessous de ça, vous êtes tranquille, vous êtes censé avoir de la TVA, mais vous êtes effectivement sous le régime de la franchise en base, et à partir de là, il n'y a pas de TVA. Le deuxième est un petit peu plus tordu. Le deuxième, c'est la franchise des activités lucratives accessoires. Quand on est dans un club, on est souvent sous forme d'association, dite association de loi de 1901, donc sans but lucratif. Alors, petit rappel, il faut savoir que quand on dit sans but lucratif, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de gagner de l'argent, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se le distribuer. Et que les dirigeants et les licenciés n'ont pas le droit de se répartir les bénéfices faits par l'association. C'est tout ce que ça veut dire. Donc une association de loi 1901 a parfaitement le droit d'avoir une activité lucrative, de gagner de l'argent en vendant des choses. C'est précisément le cas du sponsoring. Donc, ce n'est pas à cacher de faire du sponsoring, c'est une activité qui peut être autorisée, qui est autorisée dans le cadre d'une association de loi de 1901. Si la gestion de cette association est désintéressée, et qu'est-ce qu'on dit comme gestion désintéressée? Ça veut dire que les dirigeants ne sont pas rémunérés. Qu'il n'y a pas de rémunération du tout pour les dirigeants, ni de loin ni de près. Je ne suis pas de part. Mais je ne fais que des frais. C'est ça. Donc, si la gestion et l'administration, on va vérifier que la gestion est bien désintéressée. Si on est bien sur une association, parce que si on est sur une société commerciale, la question ne se pose pas. La notion de franchise en base, elle peut exister. Par contre, la notion de franchise des activités lucratives, elle n'existe pas. Donc, association, on est bien désintéressé. Et ça reste une activité accessoire. C'est pour ça que le mot accessoire est important.
c'est que quand on compare votre chiffre d'affaires, subventions, dotation de l'État, tout montant des cotisations, quand on additionne ça et qu'on compare avec le sponsoring, on s'aperçoit que le sponsoring est une activité accessoire. Donc ce qui veut dire que ce seuil de 73 518, alors c'est très précis, hein, tous les ans l'administration le met à jour, voilà, d'où le côté un petit peu ridicule du chiffre. Il ne faut pas comme le premier le retenir comme « Ah ben je suis en dessous, je risque rien ». Non, non, c'est pas ça du tout. Le premier c'est « Je suis en dessous, ouais, je suis en dessous, c'est bon, voilà ». Celui-ci, si je prends une association sportive par exemple qui aurait 50 000 de subventions, parce qu'elle a réussi à avoir un bout de la région, un bout du département, un bout de la commune, et qu'elle tourne super bien avec du sponsoring et qu'elle a 70 000 de sponsoring. Est-ce que c'est une activité accessoire? Ben non. C'est pas accessoire. C'est pas accessoire du tout. Et si c'est pas accessoire, même si c'est désintéressé, on peut avoir un problème de TVA. Alors, la TVA, il ne faut pas en avoir peur. Il faut la connaître et il ne faut surtout pas en avoir peur. Parce que le sponsor, lui, la TVA, il s'en moque. Bah, il s'en moque, alors, comme de sa première chemise. Hein. Puisque lui, le sponsor, lui-même a de la TVA sur ses ventes, puis sur ses achats, il a de la TVA déductible. Donc lui, qui ait de la TVA ou qui n'en ait pas, il s'en moque les 3/4 du temps. Donc si effectivement on est dans une situation où on n'est pas sûr, il faut effectivement creuser la question, donc consulter, alors pas forcément auprès d'un avocat, hein, je ne suis pas en train de faire ma pub, hein. Mais il faut effectivement creuser la question. Une fois qu'on a creusé la question, si le risque existe, et ici effectivement potentiellement on se dit pas sûr, à ce moment-là faut y aller. Il faut dire, je vais isoler dans mon association ma partie sponsoring, c'est possible. Hein, on peut isoler dans la comptabilité, faire un secteur d'activité qui sera soumis à TVA. Donc vous allez facturer de la TVA, puis votre sponsor, lui, s'en moque parce que lui, il va la déduire, cette TVA. Donc vous aurez toujours le même chiffre, sauf qu'au passage, vous aurez versé de la TVA et que votre risque, vous l'aurez purgé. Donc, la TVA, c'est un serpent de mer qui doit être pris en compte et sur lequel, effectivement, il faut se plonger et pouvoir, effectivement, dire, oui, je sais que voilà, j'ai 400 000 de subventions et d'aides de l'État et je fais 70 000 de sponsoring. Est-ce que je risque quelque chose? Non, ça reste effectivement une activité accessoire. Et si c'est pas une activité accessoire, il faut franchir le pas. Et c'est pas gênant de franchir le pas. Hein. Ça remet pas en cause le système associatif. Ça ne remet pas en cause le fait que c'est toujours une gestion désintéressée. Ça ne remet pas en cause le fonds associatif de votre structure. C'est simplement que vous tirez les conséquences légales de la situation dans laquelle votre structure se trouve. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vas-y. Comment ça se passe pour un sportif individuel et quand le sponsoring est directement lié au sportif sans passer par le club? Un sponsor qui veut aider une personne physique et qui n'a pas de support. Eh c'est là que le lien de subordination, souvent, on va le voir apparaître. Souvent, on va le voir apparaître là. Et si effectivement, il n'y a vraiment pas de lien de subordination parce qu'on lui donne de l'argent et il n'y a pas d'obligation, hormis le fait de mettre le t-shirt avec le nom dessus, il va avoir effectivement une sorte de comptabilité à lui, traçabilité, un compte dédié pour pouvoir effectivement suivre son sponsoring à lui. Oui, vas-y. Il peut y avoir un conflit d'intérêt avec le club. Il peut y avoir un conflit d'intérêt avec le club, il peut y avoir effectivement aussi un problème de TVA.
Parce que là, pour le coup, est-ce qu'effectivement on est sur une activité accessoire? Non. Voilà. Ça peut. Faut réfléchir tranquillement. Alors les limites. Les limites du sponsoring. Alors j'en ai cité deux. C'est la loi E20 de 1992, donc elle est ancienne, hein, puisqu'aujourd'hui elle a 30 ans, la loi E20, mais elle s'applique toujours. Hein. La loi E20, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on n'a pas le droit de faire de la pub. Et le sponsoring fait partie de ces communications assimilées à la pub pour de l'alcool ou pour du tabac. Donc ça veut dire que attention, alors le tabac aujourd'hui, les grands tabatiers ont compris qu'ils ne pouvaient plus aller dans le monde du sport, ou tout du moins pas en France, hein, ils se débrouillent pour aller en Suisse ou dans les autres pays, mais et quand ça se diffuse en France, c'est flouté, hein, on voit bien sur les voitures le petit floutage. L'alcool, on est un pays de vin, hein, donc attention effectivement, attention comme sur le vin. Ouais. Et on peut faire de la communication sur le domaine par contre? C'est borderline, ouais. Ah, c'est borderline. Sur le domaine, c'est... Alors, en général, les gens qui arrivent à communiquer sur le vin, ils vont communiquer sur l'esprit du vin. On a des représentants effectivement du monde viticole qui généralement arrivent à communiquer sur, on va dire, l'état d'esprit, sur plein de choses, mais ne montre jamais une bouteille de vin, ne montre jamais effectivement, mais travaille beaucoup sur les couleurs, sur les choses comme ça. Non, le vin c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. Y compris sur le placement de produits. Hein, le placement de produits, c'est le fait que vous ne faites pas de la pub, mais que comme par hasard, au moment où vous interviewez votre joueur, à côté de lui, il y a une bouteille, et puis, c'est ballot, on voit bien l'étiquette. C'est pas de chance. Voilà, donc attention, hein, c'est toujours d'actualité, et c'est interdit. C'est purement et simplement interdit. Ça a été une grande perte financière, hein, pour un certain nombre de sports, parce qu'ils avaient beaucoup bâti dessus. Deuxième limite, où il faut faire attention, c'est ce que j'appelle le monopole fédéral. Chaque sport a ses propres règles. Donc, chaque sport va, on va dire, instaurer des limites. Sur un maillot, vous ne mettez pas autant de pubs que vous voulez. Et suivant le niveau de jeu, vous avez effectivement des emplacements pour effectivement la com de vos sponsors. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi sur le sol, ou pas à n'importe quel endroit. Vous ne pouvez pas mettre sur n'importe quelle compétition, n'importe quelle communication. Et ça, c'est chaque sport, effectivement, qui va gérer sa réglementation. Hein. Donc les sports individuels, les sports collectifs, ils ont tous réglementé. Hein, suivant le niveau de compétition, en général, alors, plus on est bas, plus on est libre, en général, hein, et plus on monte, plus, effectivement, on va avoir des contraintes spécifiques par rapport aux emplacements, aux tailles, aux nombres, voilà, aux couleurs. On va vous dire, voilà, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 couleurs, vous ne pouvez pas avoir plus de taille, la police doit être au minimum de ça, mais en dessous de ça. Donc attention à ces limites. Et puis, chaque fois que vous êtes proche d'une équipe nationale, attention. Hein, donc si vous avez un sportif qui est en équipe nationale, c'est toujours... alors là, pour le coup, c'est des problèmes de concurrence. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont le droit... C'est toujours pareil, on essaye, mais on a le même problème avec le coup d'à côté, hein, la charte olympique. Hein. C'est effectivement les problématiques de j'ai un sportif, moi je suis sponsorisé par tel groupe, mais manque de bol, l'équipe nationale elle est sponsorisée par tel autre groupe. Bon, il va falloir définir, il y a des règles, hein, et ça se travaille. À quel moment il va pouvoir porter vos couleurs et à quel moment lui va devoir porter les couleurs de l'équipe nationale. Hein.
En clair, si vous vendez le fait que vous ayez un sportif en équipe nationale dans votre club et qu'il va représenter effectivement l'image du groupe avec lequel vous êtes en train de négocier, il faut quand même prévenir le groupe que quand il sera en équipe nationale, il aura sur le dos leur principal concurrent. Et vous n'y pourrez rien. Hein. C'est pas vous qui allez pouvoir imposer ça. Pareil sur la charte olympique, hein, on a une réglementation. Alors Paris 2024, tout le monde en parle, hein, c'est le sujet d'actualité, et on en a encore pour 2 ans. Donc tout ce qui sera sponsoring lié aux Jeux Olympiques est strictement cadré, strictement réglementé. Il y a des très très gros enjeux financiers. Donc ce qui veut dire que vous peut-être dans votre coin tout petit, hein, si vous avez quelqu'un qui part au JO, et heureusement qu'on en a, soit en valide, soit en para, vous pouvez effectivement vous retrouver avec une petite difficulté, parce que vous n'aurez pas le bon truc. Bon, il faut juste prévenir le sponsor, encore une fois, hein, c'est pas interdit, il faut juste qu'encore une fois, il ne soit pas choqué de voir effectivement et qu'il ne vienne pas vous appeler en disant mais je viens de regarder la télé, je viens de le voir, il est super, il a gagné, mais il n'avait pas le bon maillot. Il avait le maillot effectivement qui correspondait à l'événement. Et puis, les liens avec les clubs professionnels, quels liens, quelles limites alors là, bon, c'est effectivement, chaque fois qu'on est proche vous savez que le sport français est conçu pour que derrière toute structure professionnelle, il y a une structure associative. Donc, tous les clubs pro ont tous une association support, comme on dit, avec lequel il y a un contrat entre l'association support et le club professionnel. C'est dans ce contrat, dans cette convention, que l'on va trouver effectivement si l'association sportive est libre de trouver les sponsors qu'elle veut, ou si elle s'est engagée à ne pas prendre de sponsors, encore une fois, concurrents du structure. Est-ce qu'il y a une sorte de commission mixte, paritaire, qui discute de oui, on peut le prendre ou non, on peut pas le prendre? Est-ce que c'est un compte WhatsApp? Les 3/4 du temps, ça se résume à ça. Voilà. Quand on a cette particularité, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais quand on a cette particularité, on a effectivement, quand on a un contrat avec un club pro, il va falloir effectivement aller regarder dedans, savoir ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, on va pouvoir effectivement maintenant passer sur le mécénat. Est-ce que sur le sponsoring, vous avez des questions? Non, c'est à peu près clair ce que je raconte. Alors, le mécénat donation, oui, le mécénat, c'est l'absence de contrepartie. La caractéristique du mécénat, c'est que la personne n'attend rien de vous. C'est l'altruisme. C'est le plaisir de donner. La personne vous donne et derrière, elle n'a aucune exigence à votre égard. Ça, c'est génial. C'est un cadeau. C'est ça le vrai mécénat. Alors, on a une petite tolérance. Tolérance, c'est que on va pouvoir avoir une petite contrepartie à hauteur de 25% de la valeur du don. C'est une tolérance, hein. Donc, il ne faut pas jouer avec le feu. C'est pas systématiquement, je suis en mécénat et systématiquement, je m'aperçois qu'effectivement, il y a des contreparties. Puis je me débrouille au moment où le vérificateur me pose des questions. Je dis non, regardez, ça vaut moins de 25%. Non. Voilà. On peut avoir une petite contrepartie. La petite contrepartie, c'est quoi? C'est le tableau des mécènes. Hein, c'est sur le site internet du club, avoir effectivement une page, et puis on dit, c'est le tableau des mécènes. Nos mécènes sont... Oui, il y a une contrepartie. Bien sûr qu'effectivement, si le monsieur ou la madame, ils ont voulu être dans le tableau des mécènes, c'est qu'ils se disent, mon image va en être, on va dire, améliorée. Mais ça reste effectivement quelque chose de minime. C'est pas du 4x4 qui passe à la télé. Donc, on peut avoir des petites contreparties
Ça peut être d'être l'invité VIP d'une manifestation. Ça peut être la personne qui va lancer le match. Ça peut être la personne qui va, à un instant T, faire quelque chose où tout le monde va la repérer. Et ça sera à l'instant T. Ça va être très furtif. Ça ne restera pas. Donc, vraiment, pour qu'on parle de mécénat, il faut vraiment qu'on ait cette notion de « je n'ai pas de contrepartie, je ne promets rien, je ne donne rien ». Si je donne quelque chose, c'est tout à fait à la marge. Et en tout état de cause, ça ne peut pas être l'objet du contrat. Ça ne peut pas être l'objet. On peut faire des contrats de mécénat, c'est pas interdit de formaliser, au contraire, ça permet de tracer l'origine des fonds. Si vous avez un chèque qui rentre de 1 000 €, c'est bien d'avoir un petit contrat en face qui dit pourquoi. Mais dans ce contrat, vous n'aurez pas tout ce qu'on vient de voir là depuis tout à l'heure sur les obligations, les machins, les trucs, le droit. Non, ça vous n'avez pas puisque vous ne donnez rien. Vous ne promettez pas de prendre des photos, vous ne promettez pas d'être sur les réseaux sociaux, vous ne promettez pas effectivement de transmettre des droits. Donc, c'est désintéressé, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme sorte de don? Bon, évidemment, les chèques et les virements. Les modernes, on accepte y compris les cartes bleues. Donc, pas de souci là-dessus. Ça peut être des dons en nature. Alors, les dons en nature, c'est du mécénat. Le don en nature, ça peut être le supermarché qui dit, moi, tous les week-ends, je vous livrerai tel, je sais pas, 10 kilos de bananes, 5 kilos de pommes. C'est le supermarché qui vous dit, moi, je vous amène une palette d'eau. À l'époque, on donnait de l'eau. Voilà, du don en nature, ça peut être effectivement aussi quelqu'un qui dit, moi, j'ai un minibus, je m'en sers toute la semaine. Par contre, le week-end, je vous le mets à disposition. C'est un don. C'est un don. Alors, c'est compliqué à chiffrer, mais c'est un don. Parce que le problème du don en nature, c'est qu'il va falloir, si on veut faire une attestation fiscale, parce que si on n'a pas, on ne surcharge pas l'attestation fiscale, on prend le don et puis c'est tout. Mais si on est amené à faire une attestation fiscale, il va falloir chiffrer ce don. Alors c'est vrai que quand on vous donne quelque chose, on vous donne 10 kilos de bananes et 10 kilos de pommes tous les week-ends, c'est facile, on prend le tarif du kilo de pommes et du kilo de bananes, puis on a trouvé. Quand on vous dit on met à disposition un minibus tous les week-ends, parce que nous on s'en sert que la semaine, et le week-end il reste sur le parking, et nous on veut bien vous le mettre à disposition, il va falloir aller creuser, aller regarder combien ça se vaut un minibus le week-end. Si vous louez un minibus un week-end, combien ça vous aurait coûté. Et grosso modo, on sera sur cette thématique-là. Et puis, il y a le célèbre abandon de remboursement de frais. C'est que lorsque un bénévole, un licencié, par exemple, se déplace, il peut être amené à vous demander le remboursement de ses frais. Et s'il abandonne ce remboursement, s'il vous dit non, j'en veux pas, cet abandon se caractérise par un don. Et donc, vous allez pouvoir faire une attestation fiscale pour effectivement reconnaître l'existence de ce don. Alors ça, c'est quelque chose que... Alors moi, je sais que moi, sur le club, je pousse effectivement mes entraîneurs à dire aux parents on ne rembourse pas les frais de déplacement, mais si vous nous accompagnez, vous allez avoir une attestation fiscale. Parce que ça ne coûte rien au club. Financièrement, ça ne lui coûte rien. Au final, on se déplace dans de meilleures conditions parce que on n'est pas obligé de faire des acrobaties toute la semaine pour savoir comment on fait partir tout le monde. On a un peu de supporters à l'extérieur, c'est pas mal des fois ça peut même aider. Ça crée du lien aussi, donc c'est pas mal de pouvoir effectivement, et puis ça permet de dire aux gens, voilà, on est reconnaissant par rapport à l'aide que vous nous apportez. Alors, le critère, parce que l'administration fiscale, évidemment, de temps en temps, elle met le nez dedans, pas souvent, mais ça arrive. Le critère, c'est qu'il faut arriver à démontrer que c'est vraiment pour le compte du club.
que le déplacement, il est vraiment pour le compte du club. Que grosso modo, on vous a pas dit « Ah ben j'ai fait 10 000 km, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas pour quelle équipe, et vous avez fait une attestation fiscale. » Non, faites un tableau Excel dans lequel vous dites « Voilà, ce jour-là, j'ai fait 300 bornes pour accompagner l'équipe telle. Ce jour-là, j'ai fait un aller-retour, ça m'a pour accompagner telle équipe. » Voilà. Et on a un coefficient. On a un coefficient, alors aujourd'hui ça doit être 0,324, mais l'État nous a annoncé qu'il devrait augmenter en 2023. Donc ça vous permet de connaître le coût au kilomètre, parce qu'on ne va pas utiliser le tableau des salariés, que vous pouvez utiliser dans les entreprises quand certaines remboursent. C'est un taux spécifique pour les remboursements des bénévoles et qui va vous permettre effectivement de chiffrer quel est le montant que vous allez pouvoir donner à vos licenciés, à vos parents bénévoles qui vous aident à faire tourner le chemin. Donc le point sensible là-dessus, c'est vraiment la justification, c'est pouvoir effectivement dire voilà, c'est pas du forfaitaire, c'est pas j'ai fait 4000 km et vous ne savez ni d'aide, ni d'annonce, ni comment, et vous ne pouvez rien prouver. C'est vraiment avoir une traçabilité cohérente. J'ai vu une fois l'administration fiscale me dire « Ah mais moi j'ai pas les tickets d'autoroute. » Oui, j'ai pas les tickets d'autoroute parce que les parents ils les ont pas gardés. Donc maintenant j'ai la feuille de match avec le gamin qui jouait, il a 10 ans, donc pensez bien qu'il n'y a pas été tout seul. Mais j'ai quand même plaidé une fois qu'on ne pouvait pas se déplacer avec 14 gamins sur une feuille de match dans un minibus qui comporte 9 places. Il a fallu quand même aller plaider devant la cour d'appel, celui-là. Mais on y a été. Donc voilà, attention au remboursement de frais, c'est super. Avec une petite traçabilité, c'est très bien. Et puis en général, c'est plutôt bien accueilli. C'est plutôt bien accueilli par les encadrants qui peuvent effectivement se rendre compte que vous ne les oubliez pas. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Alors, le régime fiscal du mécénat. Alors, le régime fiscal, pour le mécène, c'est une réduction d'impôt. Alors, pour le mécène, c'est une réduction d'impôt, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Donc, que ce soit un particulier ou que ce soit une société, la réduction d'impôt va pouvoir s'appliquer. Le taux est différent. Puisque si on est sur une personne physique, donc vous ou moi, quand on donne à une structure, on est à 66% du montant du don. C'est vrai que ça permet de dire, vous me donnez 100, grosso modo, vous économisez 66, ça vous coûte 44. Bon. C'est quand même pas inintéressant. Et il y a une limite, mais alors la limite, c'est 20% du revenu imposable de la personne. On estime qu'une personne ne peut pas donner plus que 20% de son revenu imposable. Personnellement, je n'ai jamais rencontré le cas. Parce que 20% du revenu imposable, ça fait déjà un bon taux. Et quel que soit le niveau de revenu. En fait, parce que si vous avez des bas revenus, 20% c'est insupportable, ça ne passe pas. Et si vous avez très gros revenus, 20% ça fait telle somme qu'en général on est en deçà. Donc, on est sur 66% de ce don. Donc vous allez effectivement, on aura une attestation fiscale de ce montant-là. Si on est une personne morale, donc une société, la réduction d'impôt existe aussi, mais par contre elle est que de 60%. Bon, il y a 6% d'écart, c'est pas dramatique. Et là, on a une limite qui est de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Donc 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que l'entreprise elle ne peut pas donner plus, ça veut dire qu'elle ne pourra pas déduire plus, ce qui veut dire que l'année d'après, si par exemple elle n'a pas pu tout déduire, elle pourra déduire ce qu'elle a été obligée de mettre de côté l'année considérée. Donc on est, alors là pour le coup ces limites-là, je les ai déjà vues, parce que sur les petites entreprises ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite.
Donc cette réduction d'impôt, comment elle va marcher? Tout simplement, la personne va faire sa déclaration de revenus, elle va déclarer qu'elle a donné, on calculera le montant et ça viendra diminuer d'autant son montant d'impôt. Ça, vous connaissez, parce qu'en général, c'est la réduction d'impôt que vous connaissez, vous avez déjà eu pour plein de situations. Pour le bénéficiaire, c'est-à-dire pour la structure associative, c'est un produit comme un autre. Donc, ça rentre dans ces produits et il n'y a pas de particularité. Et là, pour le coup, on n'a pas de risque de TVA puisqu'on n'a pas de contrepartie. Donc, on n'est vraiment pas sur de la prestation. Alors, les attestations fiscales. Les attestations fiscales, alors, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est pas parce qu'on est une association qu'on a le droit de faire des attestations fiscales. C'est pas le statut d'association qui nous permet de faire des attestations fiscales. Ce qui nous permet de faire des attestations fiscales, c'est la notion d'intérêt général. Si on a un intérêt général, on va pouvoir faire une déduction. Si on n'a pas ce critère de l'intérêt général, l'attestation fiscale, la réduction d'impôt n'est pas possible. Comme je vous disais tout au début de la présentation, tout le monde a le droit de recevoir des dons, mais tout le monde n'a pas le droit de faire des attestations fiscales. Donc, résultat des courses, il faut justifier de ce critère. Si vous avez un doute, vous ne savez pas si vous êtes d'intérêt général ou pas, parce que vous avez une activité un peu particulière, un peu bizarre, voilà. Il y a ce qu'on appelle le rescrit. Le rescrit, c'est le fait de poser la question à l'administration fiscale. C'est d'écrire à l'administration fiscale, dire, voilà, je suis une association, voilà ce que je fais, voilà mes statuts, voilà ce que je fais au jour le jour. Je pense que je suis d'intérêt général et je vais effectivement recevoir des dons. Confirmez-moi que je suis bien d'intérêt général. Si l'administration vous répond, parce que des fois, elle ne vous répond pas, mais si l'administration vous répond que oui, vous êtes bien d'intérêt général, il n'y aura pas de difficulté. Même dans 2 ans, 5 ans, si vous ne changez pas d'activité, si vous ne modifiez pas votre mode d'activité, vous aurez effectivement cette analyse qui aura été faite au préalable. Je ne suis pas une grande fanatique du rescrit. Je considère en général qu'il vaut mieux se débrouiller par soi-même que plutôt d'aller effectivement poser les questions où il ne faut pas. Mais dans certaines situations, c'est effectivement utile. Et ça permet aussi de rassurer. Donc voilà, donc, dans certaines situations, pourquoi pas. Alors, l'attestation fiscale, c'est un imprimé. Alors je vous ai mis le numéro, c'est le 11 580 étoile 04. Pas la peine de la prendre par cœur, vous tapez sur internet, vous allez le retrouver. Il est normé, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. C'est pas vous qui, sur un coin de table, écrivez ouais, j'ai reçu de Jojo du garage du centre la somme de 100 €. Non, c'est normé. Il y a des formes, il y a des critères. Voilà, c'est sur 2 pages. Donc, vous devrez remplir un CERFA par don, ou si c'est des dons, financiers. Si par contre c'est des dons en nature, style mes remboursements de frais, vous n'allez pas effectivement faire une attestation par déplacement. Vous allez faire un listing annuel, et puis à la fin de l'année, vous ferez effectivement une attestation de don pour la totalité des kilomètres qui ont été abandonnés. De la même manière, dans mon histoire de prêt de minibus du week-end, vous n'allez pas faire une attestation fiscale à chaque week-end. Vous allez attendre la fin de l'année, vous allez compter le nombre de week-ends où on a mis à disposition le minibus, vous allez calculer, et derrière, vous ferez votre attestation fiscale. Et puis, il y a une petite nouveauté depuis 2021, donc c'est tout récent, donc on va expérimenter ça cette année, puisque c'est sur les clôtures d'exercice à compter du 31 décembre 2021. Donc là, on y arrive, voilà. Cette petite nouveauté, c'est que les associations sportives, les associations culturelles, les associations éducatives, donc c'est pas uniquement le sport, doivent faire une liste et faire une déclaration à l'administration fiscale sur 2 types d'informations. Le nombre de reçus
le nombre de reçus et le montant des dons. Vous devez effectivement, quand vous recevez des dons, si vous faites des attestations fiscales, non seulement remettre cette attestation fiscale aux bénéficiaires, mais vous devrez aussi, à la fin de l'année, parce que ça se fait par année civile, à la fin de l'année, envoyer à l'administration fiscale un petit tableau disant « Cette année, j'ai reçu 25 dons pour un montant total de temps. » J'ai, moi, on va dire la préférence même d'avoir carrément un détail. Parce que avec ce dispositif, il existe un dispositif qui existait déjà avant, avec l'administration utilisait rarement, c'est le droit de communication. C'est-à-dire que l'administration a le droit de venir vous voir pour ne regarder qu'une seule chose, c'est vous demander la copie des certificats et des CERFA que vous avez faits. Et j'aurais tendance à dire que si vous lui donnez, dès le moment de la déclaration, la liste des dons que vous avez eus, le nom de l'entreprise et puis le montant, bah, les trois quarts du temps, elle a toutes les infos et elle n'a pas besoin effectivement de venir vous voir et de vous embêter. Mais on sent bien, parce qu'on a eu, on va dire, cette généralisation de l'attestation fiscale. Après, on a eu effectivement ce droit de communication. L'administration nous a dit bah, on peut venir dans les associations, non pas vérifier la comptabilité, mais juste vérifier les dons. Et maintenant, depuis un an, ce listing qui doit de toute façon être déclaré, on sent qu'effectivement l'administration fiscale commence à se dire il y a des dons, est-ce qu'ils sont tous justifiés ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des faux dons? Parce qu'il y en a, malheureusement. Il y a des gens, je veux dire, qui vont effectivement, vous savez, un bon scanner et une imprimante, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, l'administration fiscale est un peu... c'est pas une catastrophe, c'est pas une attaque, c'est pas virulent, c'est pas... Mais c'est dans l'air du temps. Et on sent bien que la vérification des dons est dans l'air du temps. Donc si c'est dans l'air du temps, ben, il faut prendre l'habitude de faire les choses correctement. Donc c'est vraiment important d'avoir effectivement cette idée, parce que c'est un truc tout bête, hein, mais la liste des dons, si vous ne la faites pas tout au long de l'année, ben, à la fin de l'année, vous êtes bon pour replonger dans votre comptabilité, puis tout reprendre. Hein. Alors c'est sympa, hein, ça vous fait une soirée, voilà, mais pas au coin du feu la soirée. Donc il vaut mieux effectivement se faire prendre l'habitude, on liste, hein. Moi je me suis fait un tableau Excel, je liste, et puis à la fin de l'année, je donnerai à l'expert comptable le listing, et puis il se débrouillera avec, pour faire la déclaration en question. Mais vous pouvez la faire spontanément, elle n'est pas compliquée. J'avoue que là, c'est pas quelque chose d'innovable, on peut le faire sans expert comptable du tout. Excuse-moi. Oui. Tu dis donc 2021, mais là on va clôturer 2022. Exactement. Exactement. Donc pour les structures effectivement qui vont clôturer, il faudra en même temps que vous clôturez envoyer votre listing de dons. Alors l'administration pour l'instant a dit entre le fait que c'était une nouveauté de 2021. Deux, qu'on est encore en période post-Covid où bon, voilà, on est un peu plus tolérant. Donc l'administration a dit qu'elle n'allait pas s'exciter sur la question, mais quand même. 2021, on est sûrement la salle, personne ne l'a fait. Ah ben non, mais je rassure tout le monde. Hein. C'était 31 décembre. Jusque tous les gens qui ont clôturé avant le 31 décembre, enfin, il n'y a pas de souci. Puisque la loi est de 2021, il n'y a pas de souci. Mais pour 2022, il va falloir le faire. Oui. Vous parlez des associations avec le titre d'intérêt général. Oui. Intérêt général et intérêt public, c'est la même chose ou il y a deux... Pas tout à fait, non. Parce que, effectivement, les associations d'intérêt public, il y en a très peu. Ouais. Alors que l'intérêt général, il y en a beaucoup plus. Ouais. Et si elle n'est pas classée ni intérêt général ni intérêt public, elle n'a pas le droit d'avoir... Non. Il n'y a que l'administration fiscale qui peut définir si on est... Ouais, tout à fait. Si vous avez un doute, il n'y a que l'administration fiscale qui va pouvoir effectivement vous dire oui, c'est bien, je le prendrai comme de l'intérêt général.
Schématiquement, hein, il y a une gradation. L'intérêt, utilité publique, effectivement, c'est la Rolls de l'association, c'est les fondations, c'est tout ça. Intérêt général, c'est le commun des mortels des associations, de nos associations sportives. Mais c'est vrai que des fois, on a un doute sur le fait ou non qu'on est bien l'intérêt général. Quand on a un doute, c'est question. C'est soit on ne fait pas d'attestation fiscale, on reçoit des dons, mais on ne reçoit pas d'attestation fiscale. Et en quel cas, si on ne fait pas d'attestation fiscale, l'administration ne nous en voudra pas. Hein, voilà. Mais si on décide de faire des attestations fiscales, il faut effectivement être sûr qu'on est bien l'intérêt général. Par contre, on peut recevoir des dons quand même. Ah oui, vous pouvez recevoir tous les dons que vous voulez. Hein. Aujourd'hui, rien ne vous interdit de recevoir des dons. La réglementation du mécénat, elle est liée au fait que le bénéficiaire va en tirer profit. Et c'est sa réduction d'impôt. Tout tourne autour de cette réduction d'impôt. Mais si vous ne faites pas d'attestation fiscale et si la personne qui vous a donné n'en tire pas profit, vous pouvez recevoir tous les dons que vous voulez, même sur des montants conséquents, sans avoir à justifier quoi que ce soit. Oui. Et du coup, en tant qu'association sportive, c'est l'intérêt général. Il n'y a pas des règles plus ou moins... Non, en général, alors sauf si vous avez vraiment des statuts hyper tordus, dans lesquels, en fait, en lisant les statuts, on s'aperçoit que ça concerne l'enfant du président et qui est accessoirement également l'enfant de la trésorière et le petit-fils du secrétaire, où là on va avoir un petit peu de mal à trouver l'intérêt général, parce que c'est pas un intérêt particulier, mais autrement non. Sur une situation normale, oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, le donateur, lui, bien souvent, justement, il veut l'attestation. Oui. Donc, le donateur, effectivement, lui, sa motivation, c'est de dire, voilà, moi je vous donne 100, j'en récupère 66 tout de suite. Alors, moi, je veux l'attestation. Moi, je veux effectivement, je veux aller au bout du schéma, hein, voilà. Et ce d'autant plus que, voilà, on va dire, plus le don est important, plus effectivement on va avoir envie d'avoir son attestation fiscale. Hein. Quand vous donnez 10 €, vous ne battez pas pour effectivement votre attestation fiscale. Si vous donnez 100 €, vous commencez à vous dire, bon, quand même 66 €, pourquoi pas. Et c'est effectivement un critère aujourd'hui. Bah écoutez, je vous remercie, hein, vous avez été très sage. Hein. Moi, Bouli. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le support, il sera envoyé. Oui, je l'ai envoyé. On peut le dire, ça. Alors, bonjour à tous, je vais me présenter. Je suis Raphaël Devancemont, chargé de développement au niveau du comité départemental olympique et sportif. Je voulais prendre la parole et encore excuser Romain Dauchette qui n'a pas pu rester. Il était attendu autre part pour des problèmes familiales. Et en fait, on a échangé avant la réunion et on avait à peu près la même philosophie et ils voulaient faire un lien surtout avec leur descente en Ligue 2 avant l'année dernière sur le fait de créer du lien et ils ont réappris à faire du lien avec leurs partenaires. Parce que, alors là on est mécénat, mais avant on revient sur le sponsoring. L'importance pour conquérir et fidéliser ses partenaires au niveau du club, c'est vraiment de faire du lien. Et on fait du lien en vendant et en faisant la promotion de son club, vraiment en sachant le vendre, mais aussi de les impliquer dans la vie du club. Donc ce qui est important, c'est vraiment ce lien qu'il y a entre partenaires et club. Et moi, ce que je peux vous proposer, parce qu'il y avait 2 temps, il y avait ce temps d'échange et d'information ce soir, et il y a aussi, je mets en place des ateliers personnalisés pour justement créer une offre de sponsoring. Donc c'est vraiment, on va sous rendez-vous, on va prendre 1 heure pour échanger et voir à quel niveau vous en êtes, pour vous aider soit à construire votre proposition, soit carrément la communiquer et mettre en place un plan d'action. Donc n'hésitez pas à me voir pendant la soirée, parce que là on va faire un petit tour après
ce temps d'échange. Bon, c'est avant Noël, c'est un peu un cadeau de Noël de dire, bah, tiens, vous venez, on se prend un temps d'échange pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce qu'il y a un événement en particulier où vous cherchez des sponsors pour pouvoir mettre en place soit un outil de communication ou autre. Voilà. Merci. Et on peut dire que le support de la soirée sera envoyé. Le support de la soirée, de toute façon. Si vous avez donné vos mails. Alors, de toute façon, la conférence est filmée, donc ça sera diffusé sur le Facebook et sur le site internet du DOS. Donc, si vous voulez revoir quelque chose, et je fais des gros plans sur le PowerPoint, donc vous pouvez retrouver ça dès demain, normalement. Voilà. Et tu as eu le droit à l'image? Alors, demain, oui. Je n'ai pas filmé la salle. Je précise qu'on m'avait demandé l'autorisation avant. Merci. Et bonne soirée. Une petite seconde pour installer un peu le petit tour d'amitié, puis voilà.